Vous imaginez votre maison comme un couloir qui permet de circuler le plus rapidement possible de la porte entrée à la porte garage? Non. Alors pourquoi est-ce que comme cela que nous avons pensé nos villes? Nous devons concevoir nos espaces publics pas comme un couloir, mais comme un lieu de séjour, un salon. Nous voulons vivre dans une ville accueillante. Bienvenue à Bruxelles, dans le podcast Living City, Ville Salon. Je m'appelle Elke van den Brandt, je suis ministre bruxelloise de la mobilité, travaux publics et de la sécurité routière. Et nous sommes confrontés à une urgence climatique. Et nous devons trouver un moyen à la fois de lutter contre la crise climatique et d'améliorer la justice sociale. Chaque jour, j'essaye de changer Bruxelles parce que je crois qu'améliorer nos choix de mobilité est un levier puissant pour une transition juste. Mais je suis qu'une seule personne. Une transition juste doit être créée par le plus grand nombre et non par quelques-uns. Et dans cette série de podcasts, je parlerai à de nombreuses personnes qui ont des idées, d'expériences, des exemples bruxellois ou étrangers de personnes et de citoyens qui inspirent nos villes et qui ouvrent la voie. Alors, asseyez-vous dans votre canapé, posez vos pieds sur la table basse et respirez. Aujourd'hui, on va entrer dans nos têtes avec Sama Karaki qui est avec nous. Elle est docteure en neurosciences, elle est fondatrice du Social Brain Institute. Elle connaît le cerveau, c'est son domaine d'expertise, mais elle l'applique sur des autres domaines. Par exemple, le travail, la créativité, les croyances, le changement, mais aussi la mobilité. Et là, ça devient très intéressant. Elle aime aussi transmettre son expertise avec le grand public, qui est très important, évidemment. Comme ça, on peut tous apprendre des choses. Son dernier livre s'appelle « Le talent est une fiction ». Et elle a aussi un podcast, Votre cerveau, un podcast qui est lancé l'année passée. Alors, je pense aussi que Sarah est une femme des capitales parce qu'elle est née à Beyrouth, elle vit à Paris. On s'est rencontrés la première fois à Amsterdam et maintenant elle est à Bruxelles dans un sofa. Bienvenue, Sama. Grand merci d'être ici dans notre podcast. Merci à vous. Peut-être tout d'abord, avant qu'on va en neurosciences, vous êtes parisienne. Vous êtes à Bruxelles, mais c'est quoi votre ville favorite ou même votre espace public favori? C'est Beyrouth, dans laquelle j'ai grandi et qui a connu beaucoup de transformations, des fois intentionnelles, des fois dues à la guerre civile. Donc elle a subi et elle fait avec son histoire. Donc c'est une ville qui est vue comme étant moche, comme étant pas belle. Et donc, je lui trouve de la beauté d'une manière subtile. Ouais. Et dans l'espace public, il y a un endroit spécifique où là, je me sens bien, je me sens à l'aise à la maison? Je revois quelques souvenirs de ce sentiment d'appartenance à Beyrouth qui a été dérobé, en fait. Ouais. Et donc toute l'urbanisation et puis il y a des formes de ségrégation sociale qui s'est créée dans les années 2000, après la fin de la guerre civile, et qui a fait qu'on n'est plus chez soi. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression des fois d'être dans des lieux, mais je suis en train d'habiter le souvenir du lieu. Le lieu ne ressemble plus à ce qu'il était. Après, j'habite à Paris aujourd'hui, mon fils grandit. Donc cette capitale territoriale, c'est là où nos émotions vivent. Donc le quartier où j'habite, c'est un peu ma maison maintenant. Donc je ne suis pas attachée à l'identité et donc je vis là où j'habite. Donc voilà, je ne suis pas basée à Paris, je vis à Paris. Et peut-être là, vous êtes neurosciences, on n'a pas... peut-être commencer à dire qu'est-ce que c'est la neuroscience et ce que vous faites. Et à partir de ça, on va faire le lien avec la mobilité parce que je sais qu'elle est très intéressante à faire. Alors, les neurosciences cognitives, qui est un courant des neurosciences, ça étudie les bases biologiques du comportement. Donc les bases biologiques de la créativité, les bases biologiques du comportement de consommation. Par exemple, on va regarder ce qui se passe dans le cerveau dans une condition de laboratoire. Donc ce qui fait que les neurosciences ne sont pas intéressantes toutes seules comme discipline parce que la vie ne ressemble pas aux conditions d'études de laboratoire. Mais ça donne quand même quelques éclairages sur la formation des habitudes, par exemple, sur la résistance au changement, sur
sur le fonctionnement du système de récompense, mais ça donne aussi beaucoup de mauvaises représentations de ce que nous sommes. Donc il y a beaucoup de personnes qui se sont inspirées des neurosciences, mais pour raconter ce qu'on appelle, d'ailleurs on l'appelle neurotrash. Comme par exemple signifier que nos comportements pour ou contre le bien-être général, le bien commun, ou pour la nature et l'environnement, nous sommes naturellement consommateurs parce que nous aurons une partie de notre cerveau qui nous obligerait à fonctionner d'une façon ou d'une autre. Donc on appelle ça le naturalisme. Donc c'est d'expliquer un phénomène politique et social en le renvoyant à la biologie. Donc voilà, je me méfie de ces représentations. Mais il y a quand même des choses à apprendre parce que la neuroscience peut nous apporter beaucoup sur le changement. Et en fait, c'est là la mobilité et surtout la politique de mobilité, c'est souvent sur des changements, des villes qui se changent, qui se transforment. Et ce n'est pas toujours sans réaction de la population, des gens. Alors, on constate que c'est quand même très difficile, même si après un peu de temps, les gens se réadaptent. Par exemple, à Bruxelles, on a un piétonnier qui est là depuis 15 ans. Au début, c'était très tendu, très difficile. Et maintenant, on a toute une génération qui n'a jamais connu autrement et qui trouve ça très logique. Alors, on voit que le changement, c'est toujours difficile. Et en mobilité, il y a beaucoup de changements, surtout si on veut faire en sorte qu'on change nos villes. Mais je sais qu'on peut apprendre beaucoup de ça et le neurosciences explique des éléments dedans. Alors, l'élément central que les neurosciences ont pu démontrer, ce qui était intuitivement compris par toutes les personnes qui œuvrent pour un changement collectif, c'est que nous ne sommes pas des êtres rationnels. Cette idée un peu de l'être économique qui va maximiser l'apport des informations autour de lui pour fournir un comportement optimal, ça ne fonctionne pas comme ça dans notre cerveau. Nous ne sommes pas rationnels pour la simple raison que nous n'avons pas assez d'espace attentionnel pour analyser les informations qui nous entourent. Donc, en quelque sorte, savoir ne sert à rien. Donc la sensibilisation sur les sujets, que ce soit la santé publique, ou que ce soit l'environnement, ou que ce soit d'ailleurs les comportements civiques, la sensibilisation, elle est une des étapes, mais pas celle qui vient d'abord. Voilà, on sait d'ailleurs dans nos vies quotidiennes, on peut être convaincu d'une intention. Ça ne veut pas dire qu'on va se mettre à manger mieux, faire du yoga le matin. On sait que ce n'est pas comme ça, même si on propose de très bons chantiers et qu'on est convaincu que l'intention et l'action, on parle de intention-action gap, ou cet écart entre l'intention et l'action. Donc on le voit en fait quand on étudie dans le cerveau les limites attentionnelles. On a très peu d'attention, très peu d'énergie finalement. Ce n'est pas fainéantise, je dirais efficience. Alors on va compter sur quoi? Comme on a une limite énergétique, on va compter sur les automatismes. Donc ce qui est connu, ce qui est familier, sur ce que l'environnement présente. Donc ça fait quoi? Ça fait que je vais avoir plus tendance à continuer à faire les choses telles que je les fais, à utiliser les modes de transport tels que je les connais. Mais ça signifie aussi que si les politiques changent les environnements, sans demander aux individus de dépenser cette charge de changement, ils facilitent, ils rendent accessible la transition comportementale. Donc voilà, ça donne à la fois la limite de l'individu, mais aussi le pouvoir des collectifs qui va façonner beaucoup plus nos comportements que la conviction, les informations que nous avons sur le sujet. Alors, autrement dit, si on veut que les gens vont marcher plus ou rouler plus à vélo, ce qui est toujours une bonne idée pour la santé, on peut le dire aux gens, c'est bien pour votre santé, mais ça ne fait pas que les gens vont le faire, même s'ils sont convaincus, parce qu'on retombe sur les automatismes, et notre automatisme nous a appris des choses pendant des décennies, souvent à faire des choses autrement. Mais ce que vous dites donne aussi un espoir, parce que ça veut dire que changer les choses, bon, on peut sensibiliser, c'est toujours important pour expliquer pourquoi et pour motiver les changements qu'on fait. Mais si on veut que les changements se fassent, c'est question de changer l'infrastructure et faire en sorte que c'est agréable à marcher, et les gens vont commencer à marcher. Alors en fait, je pense qu'intuitivement, il n'y a pas une personne sensée qui ne sait pas que marcher, c'est mieux pour la santé que prendre la voiture. Je ne pense pas non plus qu'il y a des études aussi récentes qui ont montré que le climato-scepticisme, ça existe dans des très très petites sphères, et qu'en fait les gens, ils sont au courant
Ouais. Soit ils n'ont rien à faire de ce changement, soit ils sont ce qu'on appelle le biais de l'optimisme. Ça veut dire ils pensent qu'il y aurait une solution technologique ou des entrepreneurs green qui vont arriver et révolutionner le problème. Mais en fait, le niveau de l'information est dépassé. C'est un peu comme pour la cigarette, si on prend un exemple qui a beaucoup préoccupé la santé publique pour les démarches de changement comportemental. Aujourd'hui, il n'y aurait personne qui va vous dire que fumer c'est bien pour la santé ou que non, c'est pas vrai, c'est un complot, il n'y a pas n'est-ce pas ? Par contre, du coup, ça nous dit que même quand on sait, les fumeurs, ils ne vont pas vous dire que c'est bon pour ma santé. Par contre, justement, ça révèle les autres barrières motivationnelles, mais aussi les stratégies du changement qui ne sont plus dues à un manque d'information. Alors, c'est notre cerveau qui, en fait, cherche le rythme, l'automatisation et pas l'information. Voilà, donc l'information, même quand elle est acquise, dans la rapidité de la vie, et aussi parce que on peut être surchargé, en fait, on peut être convaincu et même motivé pour le changement, mais on n'a pas l'espace pour l'incorporer. Comme tout apprentissage, il faut de la répétition, il faut les bonnes stratégies. Donc, il n'y a que pour la question du changement, on a l'impression qu'il suffit de comprendre. Alors que non, en fait, comme tout apprentissage, là, ce qu'on est en train de dire, si on ne revisite pas cette information, elle va aussi, elle va s'enfuir. Il n'y a pas assez d'espace pour qu'on range tout cela. C'est pour ça que le changement, il est beaucoup plus puissant quand il est systémique. Et donc, quand il est quelque chose qui est proposé de l'extérieur, ce n'est pas à l'individu de forcer, de nager contre le courant. Alors, en fait, ce que vous dites aussi, donner le choix aux gens, c'est peut-être pas toujours l'option. Il faut vraiment insister que le choix qu'on veut qu'il soit pris, le plus sain ou le plus intéressant pour le climat, pour la ville, soit celle qui est le plus facile à obtenir. Expliquer aux gens, voilà, il y a 4 options, à pied, à vélo, en transport en commun, en voiture. Espérons que les gens vont marcher, c'est pas comme ça. Voilà. Donc pour la question des concessions que les gens doivent faire, parce qu'il y a 2 volets à cette chose. Il y a des personnes qui sont convaincues de leur volonté de changer, et donc c'est toute la question éthique du nudge. C'est-à-dire le nudge où les modifications environnementales implicites qui vont faciliter un comportement et que certains considèrent que c'est de la manipulation, elle l'est si les gens ne sont pas d'accord. Comme tout d'ailleurs. Je veux dire, si par exemple vous voulez mieux consommer en faisant vos courses, vous n'avez aucun problème qu'on vous présente les légumes et les fruits d'une manière beaucoup plus saillante, n'est-ce pas ? Donc, parce que vous êtes d'accord. Et donc, ce nudge, c'est un nudge sensoriel, mais sur lequel, éthiquement, il n'est pas manipulateur parce qu'en quelque sorte, il n'est pas malveillant parce que ça vous convient. Et donc, la majorité des personnes veulent avoir une mobilité qui soit plus fiable, qui soit plus bonne pour leur santé, qui leur permet aussi d'avoir un attachement territorial plus profond. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Pour le reste, parce qu'il reste quand même des personnes qui vont devoir perdre quand ces mesures vont être prises. Et c'est là où il ne s'agit plus de l'aspect psychologique, parce qu'on ne peut pas tout réduire à l'aspect psychologique. Donc là, c'est l'aspect juridique qui doit rentrer en jeu. Donc en fait, moi, je veux bien, en tant que neuroscientifique, vous parler du niveau psychologique de la question, de la difficulté du changement, mais à un moment donné, on ne peut pas compter sur ce n'est pas juste une question morale. À un moment donné, ce n'est plus juste une question de préférence de vie. À un moment donné, il faut qu'on admette que c'est un sujet qui est objectif et donc qu'il faut qu'il soit imposé à certains et ces concessions doivent être réfléchies en dehors de la psychologie. Et ce sont les concessions pour dire, voilà, ça rend la vie plus difficile, mais en fait, beaucoup des choix vont rendre la vie plus facile. Je vous comprends bien. Mon job, c'est d'arrêter de toutes les campagnes de sensibilisation et de faire en sorte que je réménage mes trottoirs pour que les gens y marchent. Oui, alors ça c'est quelque chose, par exemple, qui va arranger toutes les personnes qui sont ouvertes à ce changement, mais qui n'ont pas les moyens individuels de le faire. Et bien sûr, il y aura des personnes à qui ça ne convient pas, parce qu'il y a des personnes qui profitent aussi du monde tel qu'il est. Et c'est là où je pense qu'on ne peut pas en fait mener toutes les batailles. Donc il y a des batailles à mener au niveau de l'architecture, du comportement, du design, du changement, mais il y a aussi des batailles à mener d'une manière, au niveau des politiques qui s'imposent pour qu'on puisse, parce qu'on n'a plus le temps aussi
d'avancer à la sensibilisation, aux créations des motivations. Il faut aussi, sur les différentes sphères du changement, il y a des personnes qui sont dans une ambiguïté, dans une ambivalence, il y a des personnes qui sont dans la préparation du changement, mais il y a des personnes qui sont résistantes pour des raisons très claires, c'est-à-dire que ça ne leur convient pas. Ouais. Et il faut dire sur qui je cible mon intervention. On ne peut pas mener toutes les batailles. Et au niveau de mobilité, est-ce que vous avez vu des bons exemples d'une politique qui a vraiment fait en sorte que ça a un impact positif, qui a vraiment fait ce nudge, cette séduction, cette automatisation du comportement? Alors, j'ai déjà appris sur votre travail que j'ai trouvé très intéressant parce que ce qui est en fait toujours une très bonne stratégie de changement, c'est de la faire pendant un changement plus large qui se passe. Donc tous les changements qui se sont passés pendant la crise Covid, c'est en fait un peu comme les personnes changent de moyen de mobilité à leur déménagement. Okay. Quand ils changent de travail, quand les enfants commencent l'école. Parce qu'il y a quelque chose qui vient insuffler le changement. C'est comme si vous profitez d'un courant d'air pour mener le changement. Et donc des stratégies de modification urbaine qui se font pendant qu'il se passe quelque chose de l'extérieur, c'est les plus efficaces. Après, vous allez trouver dans toutes les villes européennes aujourd'hui certains quartiers qui vont en fait créer, et c'est là où c'est intéressant parce que vous allez voir à quel point c'est plurimodal, que ce n'est pas monolithique ce changement, que ça va se faire à la fois à Lisbonne, il y a des quartiers par exemple, ça va se faire à la fois au niveau urbain, mais aussi à la fois au niveau social, de ce qui se passe dans ces quartiers. Et je pense aussi que vous êtes sensible à cet aspect, que la ville n'est pas juste les murs et les rues, c'est aussi ce qu'on vit dedans, les regards qu'on croise, le rapport que nous avons au commerce, la proximité, tout cela en fait se joue et nous rappelle que la complexité de l'humain, c'est qu'il est un être bio-psychosocial. Et donc, il est traversé d'une manière... on parle aujourd'hui, par exemple, de santé planétaire, pour rappeler que la santé de l'individu, elle n'est pas détachée de la santé des autres espèces autour de nous. On est en fait traversé par tout ce qui nous entoure. Donc, il y a des démarches qui... souvent me semble un peu très luxueuse pour qu'elle soit généralisée. On n'a pas besoin de créer des compounds où tout se passe comme si c'était une planète verte. Il faut qu'il y ait une infusion de ces modèles. Donc voilà, il y a des modèles plus ou moins généralisables qui se produisent. Après, bien sûr, l'intérêt, c'est que ça gagne en hauteur. Ces décisions, c'est que ça gagne en hauteur. Ça crée des modèles, mais par contre, ça peut devenir efficace quand c'est les politiques de plus haut niveau qui adoptent ces mesures-là. Je pense à certaines villes normandes en France aussi, qui arrivent à créer des énergies renouvelables au sein de la ville qui permet de ressourcer en énergie les écoles et les mairies et les collectivités, donc c'est très beau. Après, la question du climat nous rappelle qu'il n'y a pas un cluster en fait, dans lequel se passent les choses. On ne peut pas être isolé du reste du monde. Donc la question de l'environnement ne peut pas se réfléchir juste dans un lieu dans lequel tout se passe bien. On est interdépendants et donc il faut la réfléchir de plus en plus haut. Ça toujours, mais quand même, le changement, parfois il faut aussi le faire. Mais si je vous comprends bien, en fait, le Covid c'était une horreur, mais le fait que créer des pistes cyclables, par exemple, pendant Covid, fait en sorte que les gens vont l'utiliser. Et ça explique peut-être pourquoi que c'est tellement populaire aussi, parce que le changement était déjà en cours et c'est le moment de réapproprier des nouvelles habitudes et de relancer une nouvelle automatisation dans la tête. Ouais. Je me souviens d'un exemple que vous avez donné sur le financement. Sur un ticket pour le transport public, il faut payer chaque fois, mais le taxe pour une voiture, c'est souvent toute l'année. Et que là aussi, même là, sur ce niveau-là, quand on paye, comment on paye peut changer cet élément d'habitude et de réflexe inconsciente. Oui, alors il y a plusieurs biais qui rentrent en jeu, toujours par cette limite d'énergie, cette limite attentionnelle que nous avons et décisionnelle aussi. Ouais. Donc le cerveau, on parle de... regret aversion bias, ou le biais dans lequel en fait on est aversif au regret. On ne veut pas regretter, et pour se protéger de la possibilité du regret, on ne veut pas agir. Donc ça a été testé, par exemple, s'il faut donner le sang, c'est mieux que la politique ou donner les organes.
que la politique soit, si vous n'allez pas à la préfecture pour dire que vous êtes contre qu'on prenne vos organes, alors par défaut, vos organes sont donnés. À l'inverse, si il faut aller à la préfecture pour dire que je suis pour le don de mes organes, vous allez avoir très peu de gens qui vont le faire. Ouais. Parce que, alors que dans les deux cas, c'est la même décision, ouais. Mais dans une de ces possibilités, il faut faire une action, il faut y aller de soi-même. Et en fait, c'est là où l'être humain, par cette aversion au regret, il va préférer ne pas prendre d'action. Okay. Et donc, si je fais un paiement une fois, right. C'est une action, une décision qui va peut-être, je trouve, douloureuse, mais une fois que je l'ai faite, cette aversion, elle est résolue. Ouais. Si je dois répéter la décision et l'action, c'est un coût décisionnel. Il faut imaginer, à chaque fois que vous faites une décision, que c'est comme si vous traversez un lieu pour aller dans un autre lieu. Et donc, il faut éviter ces déplacements cognitifs, en quelque sorte, en faisant en sorte que ça alors en marketing, ça marche très bien. Si on veut vous inciter à acheter quelque chose, on vous met le moins possible de clics pour que vous n'ayez pas des décisions à prendre, pour que vous ayez quelque chose qui est très fluide dans l'accomplissement de cette action. Et donc, il faut penser le changement aussi de sorte que ça soit l'inverse des hassles, l'inverse des complications décisionnelles. Même si c'est pour notre bien, et même si, comme vous dites, le calcul économique, on parle de comptabilité mentale. La comptabilité mentale, elle est irrationnelle. Donc, il ne faut pas imaginer que si je vous dis la voiture coûte plus cher, pourquoi vous trouvez que les tickets ? En fait, parce que la comptabilité mentale, elle va faire rentrer en jeu pas seulement l'argent que je dépense, mais aussi l'énergie que je dépense. Ouais. Donc ça aussi, c'est un apport des neurosciences qui est intéressant parce que ça nous montre qu'il faut vraiment enlever tous les coûts exécutifs, en fait. Il faut vraiment rendre le plus possible le geste automatique en créant des abonnements annuels, en faisant que, par exemple, même la façon avec laquelle on valide, qu'elle soit le plus automatique possible, peut-être par les smartphones, voilà, que ça soit le plus... C'est ça aussi, comment on peut mettre la technologie à notre... voilà, qu'on l'instrumentalise pour ce changement-là. Ouais. Alors faire le bon choix, le choix le plus naturel et pas juste le moins cher ou le plus rationnel, c'est le plus spontané. Le plus spontané, le plus disponible. Ouais. C'est ça le biais de la disponibilité aussi. Ouais. C'est que je vais faire ce qui, pour la cigarette par exemple, si vous fumez un peu, mais qu'il y a des cigarettes autour de vous et des gens qui fument, vous allez fumer plus, c'est par disponibilité. À l'inverse, c'est vrai aussi. Alors il faut que l'arrêt de bus est plus proche que le stationnement pour la voiture. Alors, il faut qu'il soit plus proche, mais c'est surtout, pour la question de la mobilité dans le transport public, c'est la question de la fiabilité. Mm-hmm. C'est la question que, même s'il n'est pas très proche, est-ce qu'il va me faire parvenir au lieu à l'heure ? Ouais. Donc, c'est la question de la fiabilité et de l'agréabilité de l'expérience dans le transport. On est prêt à faire ce trajet si on sait que, d'ailleurs, s'il y a cette fiabilité, cette agréabilité, cette disponibilité et aussi que le coût, on va peut-être apprécier aussi ce trajet. Mais on va pouvoir se passer du coût de l'incertitude. Mm-hmm. Il faut savoir que l'incertitude provoque dans le cerveau le même effet qu'une indigestion alimentaire. Okay. Donc, c'est les mêmes circuits qu'on voit d'une manière corrélée, activés, qu'on appelle le cortex singulaire antérieur, qui est activé quand je suis dans une situation d'incertitude. Tout à l'heure, j'étais un peu en retard avant de vous retrouver, je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer, on n'avait pas d'informations qui étaient affichées. Le cerveau ne le vit pas bien, il le vit comme un danger. Alors, si vous voulez prendre le bus, mais vous êtes incertain de la fiabilité de ce moyen de transport, c'est une expérience négative. Alors, pourquoi la reproduire ? Ouais. Donc, les leviers, c'est d'abord le levier de la fiabilité et le fait que je vais passer une bonne expérience. De la même façon, un transport peut être fiable, mais par exemple non sécuritaire pour les femmes à partir d'une certaine heure. Ça crée aussi de l'incertitude. Et donc, il faut toujours se dire, le cerveau qui vit ces expériences, il les vit comme une douleur physique. Et logiquement, pourquoi je devrais aller vivre une douleur physique ? Et donc, c'est vraiment un phénomène très objectif, très simple quand on le comprend de la sorte. Et en fait, c'est une autre question, c'est on veut rendre les Bruxellois ici, on veut qu'ils soient plus multimodales. Ça veut dire que parfois on a besoin d'une voiture parce qu'on a beaucoup de bagages, ou c'est tôt, c'est tard, parfois on en a besoin, mais on veut que les gens, si par exemple
il fait beau, ils font pas loin, qu'ils prennent le vélo ou vont à pied, et que chaque déplacement devienne en fait un choix en soi, et que c'est pas toujours par habitude, je marche par habitude, je vais en voiture. Et en fait, l'idée c'est il faut la multimodalité, il faut que les gens se déplacent avec plusieurs méthodes et osent aussi se déplacer avec plusieurs méthodes. Mais en fait, c'est un peu contre notre cerveau, si je comprends bien. Et on a un travail là à faire en sorte que ça fonctionne bien, ces choix-là. Oui, il y a une phase qui va être pénible. Ouais. Il faut accepter aussi, peut-être s'il faut sensibiliser sur une chose, ce n'est pas sur les bienfaits de ces choses, sur le fait que toute habitude prend du temps. Ça, je pense que c'est bien aussi que les enfants le comprennent, parce que les enfants peuvent être braqués dès qu'ils vont découvrir une nouvelle activité, parce qu'ils disent non, je suis nul. C'est un peu la réponse des enfants, parce qu'ils ont l'impression que leurs compétences sont fixes. Ouais. Et c'est bien quand on leur rappelle qu'il y a toujours un effort, et puis après cet effort devient une habitude. Donc bien sûr, il y a tout le travail à faire sur l'environnement. Il y a tout le travail à faire sur la facilitation, sur profiter par exemple des moments de transition dans la vie. C'est pour ça que je vous disais que le plus grand changement de ton mobilité se fait au moment de déménagement et au moment de changement professionnel ou d'école. Ça veut dire, ça c'est une clé. Après, il faut aussi ne pas surévaluer les attentes que vous pouvez avoir. Ça veut dire, comme je vous disais, il y a plusieurs groupes de personnes qui sont placées dans différents niveaux de changement. Et il suffit de définir elles sont où les batailles. On ne peut pas cibler toutes les personnes. Par exemple, les personnes jeunes sont beaucoup plus ouvertes au changement, pas parce qu'elles sont plus cool, c'est parce qu'elles n'ont pas encore endurci leur méthode, leur moyen de vivre. C'est parce qu'en fait, plus on reste sur Terre et plus nos automatismes vont devenir durs, donc plus on devient conservateur. Ouais. Donc c'est tout à fait naturel aussi, parce que si vous avez ce tableau devant vous pendant 50 ans, vous l'aimez ce tableau, même si au début vous ne l'aimez pas, ça va être plus difficile. Mais si vous venez d'arriver ici, vous n'avez aucun attachement pour la décoration. Donc c'est un peu aussi pour ça que la jeunesse, elle est intéressante. Ce n'est pas parce que les jeunes sont plus idéalistes ou créatifs ou autres, c'est parce que simplement ça fait pas très longtemps qu'ils font les choses qu'ils font. Ouais. donc du coup c'est beaucoup plus facile aussi de les considérer comme une génération cible du changement. Ouais. Donc c'est un peu des fois aussi cet idéalisme de ce qu'on peut faire pour tout le monde qui va freiner l'action. Si on définit que le groupe sur lequel je vais travailler, c'est le groupe qui est convaincu, qui est prêt au changement, mais qui n'a pas les moyens et que je vais faire ces moyens systémiquement, vous avez déjà une bataille très intéressante et qui peut être gagnée. Il y a les personnes qui ont par exemple aussi des difficultés des déplacements, parce que quand on demande à certaines personnes d'un certain âge ou d'une certaine corpulence ou d'un certain mode de vie assez sédentaire, l'idée de marcher et de prendre un vélo, ça peut paraître. Donc justement, il faut vraiment définir ces batailles et ne pas, parce que ça peut être très décourageant si c'est ça la cible que vous avez. Ça peut être très décourageant parce que vous avez des leviers qui sont au-delà de la question qui sont des leviers sur le rapport que nous avons à notre corps. Ouais. Parce que là aussi, c'est la question du corps qui rajoute une couche culturelle, une couche de santé. Et donc, là, vous voulez mener une guerre et pas une bataille. Non, mais ça veut aussi dire, c'est que même si on travaille avec les jeunes qui ont envie du changement, etc., qui sont même convaincus du changement climatique et l'action qu'on va mener, même si on prend ce groupe cible, leur demander de chaque déplacement dire « Ah, mais quelle sera la meilleure manière? Ah, maintenant, c'est mieux à pied ou maintenant, c'est mieux en transport en commun, je prends le métro. » En fait, il faut éviter qu'ils doivent chaque fois prendre cette décision. Et ça, c'est aussi l'enjeu que la multimodalité, en fait, en soi, c'est quelque chose de difficile. Et la monomodalité, dire voilà, vous prenez toujours le vélo pour tout, mais même si vous allez très loin, mentalement, c'est plus facile. Oui. Alors, dans ce cas, bien sûr, ça reste toujours compliqué, mais dans ce cas, il faut dire quel est le mode de déplacement par défaut, le premier. C'est bien aussi d'avoir un mode de déplacement par défaut. Et le reste, ce sont les exceptions, pas l'inverse. Ça veut dire que il faut vraiment centrer la communication, centrer le design de la ville autour d'un mode, comme vous voyez par exemple dans certaines villes européennes, vous allez voir c'est le bus, dans d'autres vous allez voir c'est le vélo. C'est le mode pour lequel on a l'impression que la ville s'est construite autour de ce mode. Ouais.
Et puis il y a des villes, malheureusement, qui sont construites autour de la voiture. Oui, Bruxelles, entre autres. Voilà. Donc, en fait, il y a déjà là quelque chose à imaginer d'une manière urbaine. Et puis après, les exceptions se feront. Donc même dans ce mode multimodal, il ne faut pas qu'il y ait équivalence. Ouais. Il faut qu'il y ait un mode par défaut présent. Et justement, ça qui est intéressant, c'est quand les autres modes deviennent compliqués. Ouais. Et parce que justement, c'est c'est ça qui va les rendre exceptionnels et pas habituels. Ouais. Il faut que ce qu'on veut que ça soit l'habitude, soit le mode qui est le moins dépensier en carbone, en quelque sorte. Et en fait, tout ça explique aussi, si on prend des autres villes, par exemple, il y a un test qui a été fait à Stockholm, par exemple. Ils ont introduit une taxe pour chaque fois qu'on entrait la ville, une taxe qui était entrée. Et au début, c'était beaucoup d'opposition. Et ils ont fait, après 6 mois, un sondage. Et là, il y avait, par surprise, un gros soutien pour cette mesure. Ça explique aussi, chaque fois, on a eu ça aussi à Bruxelles, on a introduit le 30 comme défaut et 50 à l'heure sur les voiries, c'est l'exception. Alors, au début, c'était difficile, cette généralisation, parce qu'on demande à tout le monde de rouler un peu moins vite. Mais maintenant, c'est accepté, bon, même s'il reste un peu de contestation, mais cette période de changement, elle est toujours difficile et il n'y a pas moyen d'échapper à ça, même avec les meilleures communications. Oui, alors, et indépendamment du sujet du changement, on peut dire que nous sommes historiquement néophobes. Ouais. On avait peur de l'imprimerie en disant qu'on n'aurait plus de mémoire, que les trains vont aller trop vite, on va laisser nos âmes derrière. Enfin, bref, on est une espèce néophobe. Donc il y a aussi cette néophobie indépendamment du sujet du changement. On se dit... C'était le monde ou ça dépend de personne? C'est notre espèce en quelque sorte. Ouais. On a un côté qui innove et puis un côté qui préserve les choses telles qu'elles sont. Justement parce que le nouveau est incertain. Je disais l'incertitude, c'est pas... Donc en fait, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est ambigu, nous pouvons résister bien sûr avec des variabilités au niveau de notre tolérance à l'ambiguïté, d'ailleurs qui se mesure, hein, tout comme le QI. Ah oui. On peut mesurer la tolérance à l'ambiguïté. Okay. Et qui est affectée aussi, par exemple, par les périodes post-crise. Il y a une période post-crise qui est très intéressante parce que il y a comme une forme d'ouverture au changement, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la théorie du choc. Ouais. Généralement, malheureusement, c'est là où on instaure les politiques les plus totalitaires, hein, parce que justement les personnes sont dans l'émotion du changement. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Aversion à la perte, ce qui fait que quand il y a une mesure nouvelle qui est proposée, le cerveau va calculer tout ce qui est les aspects négatifs et les exagérer par rapport aux bienfaits. Et donc ça, c'est si par exemple vous dites à partir de la semaine prochaine, je vais faire du sport très tôt le matin, votre cerveau va commencer à évaluer le bienfait du sommeil. Vous allez sentir que vous êtes tout le temps fatigué, vous allez sentir que vous avez envie de dormir, vous allez vouloir dormir plus. Parce qu'il y a aversion à la perte. Si vous voulez aussi, par exemple, manger moins de sucre, métabolisme zéro. Le métabolisme s'arrête. C'est comme si on prévoit qu'il ne va plus avoir de sucre. Donc c'est comme si le cerveau il dit tout ce qui passe, vous le gardez. Hein, parce que là, c'est ça aussi qui fait que vous allez avoir plus faim. Parce que vous avez pris la décision de changer. Donc cette aversion à la perte fait qu'on s'attache aux choses telles qu'elles sont faites. Et dans ce cas-là, une fois qu'elles arrivent, on voit qu'on n'est pas mort en fait. Ouais. Donc, c'est ça aussi parce que l'insécurité du cerveau, le cerveau ne fait pas de différence. Enfin, quand je dis le cerveau, je dis nous, hein, parce qu'il n'y a pas de cette dualité cerveau-corps, ou même on est incarné, donc cognition elle est incarnée. Tout ce qui est danger psychologique est considéré comme un danger physique. Et donc le stress généré par la possibilité du changement, il est équivalent à une attaque physique, à une menace physique, donc pour laquelle on va se défendre. Donc on peut devenir même violent si on veut toucher à nos modes de vie. Ouais. Parce qu'on a l'impression qu'on est touché dans ce qui nous fait de nous ce que nous sommes. Alors que réellement, quand on est dans le changement, quand on met le pied dedans, on se dit
Voilà, c'est pour ça néophobie, comme toute phobie, elle est irrationnelle. Si vous avez une phobie du vide et il faut juste en fait mettre le pied et puis passer, vous n'allez pas tomber, vous avez l'impression que il y a une menace physique qui vous touche, vous avez le cœur qui bat, et puis en fait une fois que vous avez passé, voilà, vous voyez que... Et donc c'est là où la loi, elle peut être utile, hein. C'est pas pour infantiliser, avoir les personnes, mais parce qu'on ne peut pas en fait faire société tant qu'on est en train d'attendre les individus un par être convaincus, motivés, connaisseurs et avec les bonnes croyances. Je pense que c'est aussi ça, infantiliser. C'est une autre façon d'infantiliser, c'est de parler à la sensibilité de chacun et de chacune. Étant antispéciste, je considère qu'on en fait un peu trop pour l'espèce humaine, comparé à la menace, le degré de menace qui touche beaucoup d'autres espèces. Donc à un moment donné aussi, il faut y aller avec des lois qui protègent à la fois les générations futures, mais aussi les générations présentes de beaucoup d'espèces. Et il y a des stratégies pour faire en sorte, parce que voilà, il y a un certain moment de rupture, alors on sait que c'est difficile, c'est cette phase où le nouveau monde est là, où le changement est fait, il y a des stratégies pour bien gérer, qui aident à absorber, qui fait en sorte que cette période de transition est le plus courte et que l'acceptation vient le plus vite possible. Il y a des stratégies là qu'on peut... Oui, alors déjà au niveau des motivations, on sait qu'il y a, disons, 3 motivations centrales qui font qu'on fait tout mieux. C'est l'autonomie, le statut et l'appartenance. L'autonomie, ce n'est pas de choisir tout, mais d'avoir une marge de manœuvre dans les choses. C'est pour ça d'ailleurs que tous les changements qui se font en concertant les personnes qui sont impliquées font que ça se passe beaucoup mieux. Parce qu'on parle d'autonomie procédurale. C'est-à-dire, on veut faire ce changement, envisageons-le ensemble. Donc ça, c'est quelque chose aussi que vous avez évoqué. C'est toujours cette décision collective qui fait que je sens que, ça vous pouvez le faire aussi avec les enfants, si les enfants résistent à un changement donné, vous pouvez dire, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, il y a ça qu'il faut faire, comment on peut faire ? Donc donner une place à table de la décision pour les personnes concernées, donc ça permet de motiver ce besoin fondamental que nous avons, qui est celui de l'autonomie. Le deuxième, c'est celui du statut. Ça veut dire de ne pas sentir ni inférieur, ni jugé, ni humilié, ni exclu, puisque ça, c'est le sentiment d'appartenance. Il y a beaucoup de mesures qui sont liées à l'écologie qui ont été condescendantes. Par exemple, en critiquant les pratiques de certains milieux populaires, tout en sachant bien sûr que les milieux populaires, ce n'est pas les milieux qui polluent le plus, mais avec ce « oh là là », ils prennent le voiture, ils consomment, ils achètent beaucoup de fringues, enfin avec ces idées condescendantes, désinformées, non vérifiées, et qui a créé une résistance, parce que personne n'aime être humilié, regardé de haut. Et donc ça, c'est un danger par rapport au discours écologique en général, que dans l'imaginaire, il a été associé à une forme de condescendance classiste. Et donc ça, c'est le levier du statut qui a aussi très bien fonctionné, par exemple, pour la question de la cigarette, parce que quand il y a eu cet aspect normatif, que la cigarette, c'était quelque chose qui n'était plus aussi intellectuel que dans les années 60-70, c'est vraiment le levier le plus intéressant pour le changement de ce comportement. Ce n'était ni celui de la sensibilisation sur les méfaits, c'était vraiment celui de la mode, l'effet de la mode en fait. Et puis le troisième, c'est l'appartenance. Ça veut dire, est-ce que ce changement me permet de retrouver une forme de communauté sur laquelle on va partager certaines pratiques. Et donc ça encore, vous voyez comment ils se rejoignent tous les trois. Ça veut dire que voilà, je suis reconnue comme participant à cette décision. J'appartiens à quelque chose qui est plus large que moi-même. Donc ça, c'est quelque chose qui, par exemple, marche très bien dans les religions. Les religions vont un peu donner cette motivation-là, parce que ça crée des liens communautaires qui font qu'on va faire beaucoup de concessions contre notre confort. Et parce qu'il y a aussi quelque chose qui est plus grand que soi. Et donc c'est pour ça aussi que les jeunes qui sont engagés pour la question, ils le sont aussi parce que c'est un univers d'appartenance, un groupe social avec un mode de vie en fait.
Donc ça, c'est les leviers motivationnels. Après, on parle du levier qui ease the change, où en fait, qu'une fois que tout ça est acquis, voilà, ça c'est du coup l'aspect environnemental, qui va en fait agir sur deux modalités en même temps. À la fois faciliter l'accès aux nouveaux comportements et compliquer l'accès aux comportements qu'on veut arrêter. C'est-à-dire, tout à l'heure, on a parlé de la fiabilité, l'accessibilité et l'agréabilité des modes de transport en commun. Il faut aussi rendre la voiture compliquée. Ça veut dire rendre le parking compliqué, taxer beaucoup plus, bien sûr, tout en ayant d'abord vérifié que le transport en public, oui. Voilà. C'est ça aussi qui fait qu'en France, par exemple, ça s'est passé un peu à l'envers, donc ça a créé une résistance populaire assez légitime aussi, parce qu'on a voulu surtaxer l'essence, alors qu'en fait, il n'y avait pas de mesures alternatives. Donc, vous allez toucher les personnes les plus précaires dans ce genre de mesures. Et donc, voilà, donc compliquer l'accès aux comportements que nous voulons arrêter. Rendre, par exemple, certains quartiers inaccessibles en voiture, rendre la voiture le mode de transport le plus compliqué. En fait, voilà, c'est toujours dire comment ça je le rends accessible, ça inaccessible, ça fiable, ça non fiable. Vous n'allez peut-être pas sûr de trouver une place de parking. Et donc, en fait, finalement, c'est ce qui se passe à Paris. Pour beaucoup de Parisiens, le choix de ne pas prendre la voiture, c'est parce que c'est très compliqué en voiture. Ça marche. Ça marche, en fait, cette façon aussi de bien sûr, on va s'énerver, mais ben voilà. Mais politiquement, j'avoue que le premier est plus agréable à faire et plus facile à faire en politique, parce que prendre des mesures contre quelque chose, c'est toujours bizarre, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de leur voiture, etc. Et j'avoue que le débat devient... Le soutien politique est plus facile à trouver entre on va faire le transport public confortable, on achète de nouveaux matériels roulants, et bus agréables, ça, il n'y a pas de contestation. Mais dès qu'on parle des tarifs de stationnement, à Bruxelles, mais je pense aussi à Paris, ça crispe. C'est pour ça que le changement, il est d'abord une question de moyens, ensuite une question de motivation. Donc d'abord penser les moyens. Je pense que si les politiques se suffisent à ce niveau, disent on fait les moyens, d'ailleurs que ça soit pour la question de l'environnement ou la question de l'éducation, pensez les moyens, l'égalité des conditions. Et après, il y aura des individus qui vont rester attachés à leur mode, il y aura des individus qui n'ont même pas besoin des moyens, qui vont forcer les moyens pour faire leur mode de vie. On peut, encore une fois, c'est le niveau urgent, c'est celui des moyens. Et après, les individus, eux, dans leur comportement, voilà, c'est peut-être que c'est la génération future qui va faire le nécessaire. Mais donc, en fait, je pense que à un moment donné, personne n'aimerait être exclu. Personne n'aimerait se dire, moi, j'ai d'un mode de transport ringard. Si tout est une question de mode de vie, et par mode de vie, il y a mode. Donc par mode de pensée, par la norme. Qu'est-ce que c'est la norme ? Aujourd'hui, les personnes qui mettent la ceinture ne se posent pas la question. Au début, c'était « Ah là là, il faut mettre la ceinture ». Parce que c'est normatif. Ouais. C'est normatif, c'est devenu automatique. Il y a beaucoup de choses que nous avons réussi à faire sans nous en rendre compte, simplement parce que le temps a pris le dessus et parce que la norme collective a pris le dessus. Est-ce qu'on va gagner à toutes les batailles? Il ne faut pas avoir ces attentes, c'est démoralisant d'avoir ces attentes. Et par contre, si la question, je suis d'accord avec vous, que si la question des moyens, elle est déjà la cible et l'objectif, et puis de se dire que j'ai fait ce qu'il fallait au niveau du rôle systémique que vous pouvez avoir, et pour le reste, il y aura toujours, même vous allez avoir des gens qui aiment polluer, aiment l'idée de passer sur Terre et laisser leurs traces. Laisser les traces en art, peut-être, ou d'une autre manière, mais pas en polluant. On a parlé de Paris. Il y a beaucoup de changements à Paris qui se font au niveau de l'espace public et de la mobilité qui sont comparés avec Bruxelles. Si je parle avec mes homologues politiques à Paris, on a des débats comparables. Comment vous regardez aux changements qui sont faits à Paris? C'est la bonne approche où il y a des choses à apprendre ou des choses qui pouvaient être faites mieux de la part du neuroscience? Est-ce que c'était bien fait ou est-ce qu'il faut quand même refaire la méthodologie? Malheureusement, ce qui se passe à Paris, c'est le niveau de disparité sociale qui se creuse, économique et sociale qui se creuse et qui crée une forme de ségrégation urbaine de plus en plus ancrée. Et donc, ce qui fait que la question de
de la possibilité que des classes populaires puissent rester à Paris, elle se pose de moins en moins. Et donc, on tend peut-être vers un modèle écologiquement plus intéressant, et par contre, il y a l'aspect social qui devient de plus en plus difficile. Et c'est à cause des politiques menées? Alors, c'est à cause des politiques de l'immobilier, c'est à cause aussi de la précarité liée à l'emploi. Il y a beaucoup de raisons et il y a bien sûr le coût de la vie qui devient impossible pour que la vie soit... Et en fait, une ville qui est écologiquement très, très correcte, mais qui n'a pas une mixité sociale, pour mon travail, ce n'est pas un projet intéressant. Non. Ce n'est pas un projet intéressant parce que ça veut dire... Moralement, il faut que tout le monde ait son place. Bien sûr, et parce que aussi les classes supérieures aujourd'hui, c'est les classes qui peut-être dans leur mode de vie sont les plus écolos, mais qui dans leur consommation et dans les voyages qu'ils peuvent faire. Donc si on roule à vélo tous les jours, mais qu'on fait un Paris-New York pour le week-end, prenez votre voiture. Et donc il y a aussi encore une fois cette comptabilité mentale qui fait que les villes dans lesquelles on va être des individus qui polluent le plus, c'est là où on va trouver les personnes qui sont convaincues d'avoir tout compris sur la question de l'environnement. Et donc la question de l'environnement ne peut pas être réfléchie sans le prisme de la justice environnementale, qui subit la pollution, qui subit aussi les répercussions sur la santé psychologique et mentale. Et en fait, ceux qui payent le prix, est-ce que c'est eux qui provoquent la crise aussi? Et donc, je me méfie beaucoup de cette ségrégation de classe entre les personnes qui sont au courant et qui ont un mode de vie qui, de l'extérieur, paraît exemplaire, mais en fait, qui continuent en fait à être ceux qui consomment les produits les plus coûteux pour la planète. À Bruxelles, c'est le même. Si on prend la pollution d'air, qui est causée surtout par le trafic, ce sont les quartiers les plus densément peuplés, les plus précarisés, qui subissent le plus la pollution d'air. Et même si on dit, il faut agir sur des questions de pollution d'air, l'argument le plus fort contre, c'est « Ah, mais c'est l'injustice sociale. » Mais oui, mais on va prendre des mesures qui vont aussi... Chaque mesure a un impact aussi au niveau de précarité. Si on met une zone à basse émission, qui peut encore rouler, ça coûte, ça paye, et on touche. Et ça, c'est toujours un débat qui revient. Et là, je trouve important de montrer, oui, il faut en veiller, il faut avoir des réponses. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut nier, mais il faut aussi ne rien faire. C'est aussi asocial, c'est aussi quelque chose qui est injuste sur ça. Rien que la question de la mobilité, c'est un prisme intéressant pour analyser l'échelle avec laquelle on regarde les chiffres. Par exemple, la mobilité dans la ville, c'est un levier extrêmement fondamental, mais il faut toujours se rappeler qu'il y a 9% des individus sur la planète aujourd'hui qui ont pris l'avion au moins une fois dans leur vie. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a 91% des personnes qui n'ont jamais pris l'avion. Ouais. Et donc, de quelle mobilité aussi on parle quand on sait que c'est une des raisons fondamentales de la pollution liée au transport. Ouais. Et donc, il y a aussi il faut aussi qu'on soit devant, d'une manière honnête, qu'on soit devant le coût de notre mode de vie et qu'on ne soit pas attaché à des comportements qui viennent déresponsabiliser nos gestes. Là, la sensibilisation, elle est clé pour le coup, parce que y a beaucoup de personnes, même autour de moi, des fois sont étonnées de ce chiffre. Parce qu'on a quand même une vision très eurocentrée sur le monde. Et la question de l'environnement nous rappelle qu'on ne peut pas couper l'Europe du reste du monde. Voilà. Tout est lié, tout est lié. Mais si on revient à la question sociale dans un contexte urbain, et tout à l'heure vous disiez qu'il faut rendre le mode de défaut, le mode de déplacement de défaut, là aussi, si on fait ça, il y a aussi un risque d'une fracture sociale. Et si on va dire, on va faire en sorte que la marche devienne la mode. À Bruxelles, la marche, c'est le premier mode pour se déplacer. Entre à Bruxelles, c'est depuis quelques années. Alors, on marche beaucoup, c'est bon, on ne se réalise pas souvent, mais on veut en faire le mode le plus évident, le plus efficace, le plus logique, puis le vélo. Mais là aussi, même ces changements, c'est chaque fois un changement qui touche à l'espace public,
qui change l'espace. Ça veut dire on donne plus d'espace aux piétons, on crée des pistes cyclables, mais on ne peut pas inventer l'espace. Alors on prend aussi l'espace ailleurs, souvent de voitures. Et ça aussi, ça crée une difficulté. Et si tout à l'heure vous disiez, voilà, il ne faut pas que les gens se sentent exclus du processus, etc., c'est quand même quelque chose qu'on vit très fort à Bruxelles, que même si rationnellement, si je dis on va marcher plus, personne ne va me contredire, mais au moment qu'on fait les choix, qu'on met en œuvre, l'élément social, la fracture sociale, cet élément de ne se pas sentir inclus est quand même très fort présente. Et ça, c'est un enjeu très difficile comme politicien, je dois dire. Alors, pas seulement se sentir inclus dans la décision qui a été prise pour ce changement, mais aussi se sentir inclus dans la ville en général. Ouais. Et ça revient en fait à toute la problématique sociale qui s'est produite depuis 60 ans. Ça veut dire qu'il n'y a plus... Et la ville, elle est traversée, elle n'est pas vécue. Ouais. Moi, je pense souvent à la présence des enfants dans la ville. Les enfants sont absents de la ville. Et c'est les enfants, en fait, qui historicisent les villes en jouant avec les éléments autour d'eux. Et donc, en fait, une ville sans voiture, mais il n'y a pas des enfants, ça n'a aussi, c'est une ville morte. Et donc, il y a aussi une réflexion qui doit se faire avec des anthropologues, avec des urbanistes, avec des architectes, avec des personnes qui s'occupent de la petite enfance, pour réfléchir à la présence, en fait, qu'il y ait aussi des foires, des marchés, des raisons d'être dans la ville. Ouais. Donc, on veut que les gens marchent, mais en fait, on ne veut pas marcher n'importe où, on veut marcher dans les lieux qui nous appartiennent, qui nous sont familiers, dans lesquels on va croiser des regards qui nous sommes connus, et aussi dans lesquels, en fait, on va passer des bons moments. Voilà, donc en fait, il faut penser... Il y a quelque chose qui s'est perdu dans la culture de la ville, qui est celui de la présence naturelle, spontanée. En fait, voilà. Donc, en fait, vous voyez les gens marcher pour aller quelque part, pas pour y être. Pas pour y être. Et ça, c'est un rapport qui se réfléchit déjà dans l'enfance, parce que ce lien territorial, il se fait dans l'enfance. Et il est complètement absent. Déjà, le jeu à l'extérieur de l'enfant a disparu. Donc, il y a un travail. Vous voyez à quel point ça se complexifie, parce que c'est un travail aussi lié aux croyances. Encore une fois, sur le biais de disponibilité, quand on fait des études sur les croyances des parents sur ce qui peut arriver à leurs enfants, ils ont l'impression que la probabilité qu'il y ait un pédophile qui erre dans le coin, en fait, elle est extrêmement supérieure au réel. Et quand on sait que la pédophilie se pratique malheureusement majoritairement dans le foyer, donc en fait, il y a des représentations normatives, il y a une perception aussi de temps de l'enfant, qui va circuler d'un lieu à l'autre pour faire des activités, alors qu'en fait, les neurosciences, les médecins, les anthropologues, les psychologues et les sociologues vont s'accorder, et les philosophes aussi, vont s'accorder sur le besoin du jeu libre de l'enfant qui se fait dans son territoire, dans lequel il se construit dans l'incertitude et tout ça. Donc en fait, vous voyez que la réflexion ne se fait plus juste sur quel trottoir on construit, mais aussi quelle aire de jeu. Et là, par exemple, vous avez des architectes néerlandais qui ont, pendant les années 60-70, construit ce qu'on appelle des terrains incertains. Terrain de jeu incertain, dans lequel il n'y a pas grand-chose, mais en fait où les enfants, ils habitaient. Voilà, c'est pas des aires de jeu sécurisées, voilà. Et donc, vous voyez, là, on est en train de penser la politique zéro risque, parce que la ville zéro risque, qui est une injonction aux architectes, une injonction, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des accidents liés à la conception de la ville. Et en fait, on passe à côté de tous les accidents, même les petits accidents de la vie, qui vont aussi en fait créer un rapport d'attachement, d'appartenance. Mais ça, parce que le titre du podcast ici, c'est un ville-salon, et ça fait partie exactement de ça, c'est qu'on a créé nos villes comme dans nos maisons, le couloir, c'est pour se déplacer. Et on fait des débats sur on va à pied, en transport en commun, mais tout est orienté déplacement. Alors que la fonction de séjour dans la ville, surtout une ville où les gens n'ont ni de jardin, ni de terrasse, l'espace public devient notre salon. Et créer cette ville-salon, c'est ça très important. Quand vous dites, pour la justice sociale, pour avoir des espaces pour les enfants, pour jouer, pour les gens, mais aussi pour faire en sorte que cette appartenance,
les gens n'ont pas l'impression que l'espace public leur appartient. Ils en passent et ils sont passage pour aller quelque part, mais en fait, c'est leurs espaces publics. C'est notre ville, c'est ce qu'on partage. Et ça, c'est la philosophie qui est là. Et c'est aussi l'aspect de la santé mentale, c'est-à-dire que cela n'est pas bon que pour l'environnement, c'est bon pour la santé mentale d'avoir un espace extérieur, ce qu'on soit un peu, si vous voulez, en finir avec la culture de la chambre. Oui. Pour clôturer peut-être, moi je suis ministre de mobilité, alors pour moi créer cet espace public et créer cette ville-salon, c'est une ambition et ça passe par la mobilité parce que si on veut avoir l'espace pour les enfants à jouer, il faut le faire quelque part, alors ça mérite le débat sur l'espace, je pense un enjeu politique très important. Si vous étiez dans mes positions, quelle est la mesure la plus importante à prendre? De ne pas faire ça seul. Ok. Ça veut dire qu'on peut avoir les très bonnes intentions et aussi le pouvoir, parce que vous êtes élu, mais en fait de vous entourer de plus possible de perspectives. Des personnes qui vont avoir des perspectives queer, des perspectives féministes, des perspectives liées à la validité, et en fait vraiment de sortir du culte de la personne qui va tout appréhender, et de vous entourer des personnes qui vont vous apporter le prisme de leur vécu. Le prisme migrant, le prisme non valide, voilà. En fait, tous ces prismes vont vous apporter des points de vue que vous ne pouvez pas l'avoir. Donc, entourez-vous des bonnes personnes, je dirais. Et avoir des conversations inspirantes, parce qu'ici, il y a plein de choses qui sont maintenant dans ma tête en train de dire, ah oui, c'est lié. Il y a beaucoup de débats bruxellois qu'on peut s'expliquer avec ce que vous avez dit et qui peut nous aider à mener une politique qui va vers le futur et qui change et qui crée de Bruxelles une ville-salon comme on veut. Alors, un tout grand merci pour cet entretien et à bientôt, j'espère. À bientôt.